Je n'ai jamais cru aux signes, jusqu'au jour où une enfant m'a regardé comme si elle portait un secret trop lourd pour son âge. Ce matin-là, la lumière entrait en biais dans la cuisine, douce et trompeuse, et l'odeur du café se mêlait à celle d'un plat que je n'avais pas touché. Je fixai l'assiette devant moi, intacte, tandis qu'un malaise inexplicable me nouait l'estomac. Ce n'était pas la faim qui manquait, mais la confiance. Depuis des semaines, quelque chose clochait, des étourdissements, une fatigue qui s'accrochait à mes os, des nuits hachées par des sueurs froides. Et pourtant, les médecins répétaient la même phrase rassurante, presque mécanique. « Vous n'êtes pas aveugle, monsieur. Tout va bien. » Elle, ma femme, se tenait près de l'évier, souriante, attentive, trop attentive peut-être. Ses gestes étaient précis, aimables, comme s'ils avaient été répétés devant un miroir. Elle me demandait si le sel était suffisant, si la cuisson me convenait. J'acquiesçais, par habitude, par amour, par peur aussi. Nous vivions ensemble depuis des années, et l'idée même du doute me paraissait indécente, jusqu'à ce que la fillette apparaisse dans l'embrasure de la porte. C'était Léa, la fille de mon voisin, souvent chez nous après l'école. Elle n'avait que 8 ans, des yeux immenses et une façon de se taire qui criait plus fort que n'importe quel mot. Ce jour-là, elle ne jouait pas, elle ne souriait pas, elle me fixait, puis regardait l'assiette, puis revenait à moi. Son regard tremblait. Je lui ai demandé si elle voulait manger avec nous. Elle a secoué la tête, trop vite. Puis, alors que ma femme sortait un instant pour répondre au téléphone, Léa s'est approchée, a posé sa petite main sur le bord de la table et a murmuré, presque sans voix, « Vous devriez pas manger ça. » J'ai ri, nerveusement, pensant à une fantaisie d'enfant. Mais elle a insisté, les larmes au bord des cils. Je l'ai vue, elle met quelque chose dedans. Mon cœur a raté un battement. Je lui ai demandé quoi, quand, comment. Elle a secoué la tête encore, comme si les mots refusaient de sortir. Je sais pas le nom, mais c'est pas pour manger. Ses doigts tremblaient. Elle regardait la porte, craignant le retour de ma femme. À cet instant précis, j'ai compris que ma fatigue n'était peut-être pas un hasard. Si cette histoire vous intrigue déjà, prenez une seconde pour aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. Ça aide énormément à continuer des récits comme celui-ci. Quand ma femme est revenue, Léa s'est tue, a reculé, a souri d'un sourire trop sage. L'assiette fumait encore. Je l'ai regardée, puis j'ai regardé celle qui partageait ma vie. Le doute s'est glissé entre nous comme une ombre silencieuse. Et alors que je portais enfin la fourchette vers ma bouche, une pensée m'a traversé l'esprit. Et si l'enfant disait vrai? Et si je n'étais pas aveugle du tout? La fourchette s'est arrêtée à quelques centimètres de mes lèvres. Ma femme m'observait, le sourire figé, attendant mon verdict comme à chaque repas. J'ai fait un malaise, une douleur soudaine à la tête, et j'ai reposé l'ustensile avec un soupir exagéré. Elle s'est précipitée vers moi, inquiète, trop inquiète. Ses mains étaient froides quand elles ont touché mon front. « Tu devrais te reposer », a-t-elle murmuré d'une voix douce, presque maternelle. J'ai hoché la tête, me levant lentement, sous le regard de Léa qui n'avait pas quitté la pièce. Dans la chambre, allongée sur le lit, j'entendais les bruits de la cuisine, le cliquetis des assiettes, l'eau qui coule. Chaque son me semblait soudain chargé d'un sens caché. Mon cœur battait trop vite. Était-ce la peur ou autre chose qui circulait déjà dans mon sang? J'ai fermé les yeux, mais les paroles de la fillette revenaient, insistantes, cruelles. Elle l'a vu. Elle met quelque chose dedans. Plus tard dans l'après-midi, prétextant une promenade pour prendre l'air, j'ai réussi à sortir. Léa jouait devant l'immeuble, assise sur le trottoir, dessinant à la craie. Je me suis approché doucement, comme si un geste brusque pouvait la faire fuir. Je lui ai demandé de me raconter, lentement, exactement ce qu'elle avait vu. Elle a hésité longtemps, puis a tracé un cercle sur le sol avant de parler. L'autre jour, quand vous étiez pas là, elle a sorti un petit flacon. Elle a regardé autour, comme ça. Léa a mimé le geste, nerveuse, et elle a versé quelques gouttes. Mon souffle s'est coupé. Tu es sûr que ce n'était pas un médicament? Elle a levé les yeux vers moi, blessée. Non, les médicaments, ma maman, elle les cache pas. Et sa santé bizarre. Elle a froncé le nez, comme pour chasser l'odeur du souvenir. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'en avait pas parlé plus tôt. Elle a baissé la tête. J'avais peur. Elle me regarde méchamment quand je dis trop de choses. Ces mots m'ont glacé. Je me suis soudain rappelé certains silences de ma femme, certains regards qu'on les a traînés trop longtemps chez nous. Des détails que j'avais jugés insignifiants prenaient maintenant une forme inquiétante.
J'ai raccompagné l'enfant chez elle, promettant de ne rien dire à personne. Mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. De retour à la maison, j'ai observé chaque geste de ma femme comme un étranger. Elle me parlait de banalités, du travail, des courses à faire. Sa voix était la même, son visage aussi. Et pourtant, quelque chose était fissuré. Ce soir-là, quand elle a préparé le dîner, je me suis arrangé pour renverser mon verre d'eau juste au moment où elle se tournait vers moi. Pendant qu'elle nettoyait, j'ai discrètement échangé nos assiettes. Assis face à elle, j'ai senti la sueur perler dans mon dos. Elle a mangé sans hésiter, avec appétit. Chaque bouchée me semblait durer une éternité. Rien ne se passait. Pas de grimace, pas de douleur. Un rire nerveux a failli m'échapper. Peut-être que tout cela n'était qu'une coïncidence, une imagination nourrie par la fatigue. Puis, soudain, elle s'est arrêtée de mâcher. Sa main a tremblé légèrement, et j'ai compris que la nuit ne faisait que commencer. Elle a porté sa main à sa poitrine, lentement, comme si son corps hésitait à comprendre ce qui lui arrivait. Son visage a perdu un peu de sa couleur, juste assez pour que je le remarque. « Ça va ?» ai-je demandé, feignant la surprise, alors que mon cœur cognait contre mes côtes. Elle a souri, un sourire forcé, fragile. Oui, un petit vertige. Rien de grave. Elle s'est levée pour aller chercher de l'eau, mais son pas manquait d'assurance. Je l'ai observé se déplacer dans la cuisine, chaque geste légèrement ralenti. Rien de spectaculaire, rien qui puisse être prouvé. Et pourtant, l'air semblait plus lourd. Elle s'est appuyée un instant contre le plan de travail, pensant que je ne la voyais pas. J'ai compris à cet instant que l'échange des assiettes n'était pas passé inaperçu pour mon instinct, mais peut-être pour le sien aussi. Car lorsqu'elle est revenue s'asseoir, ses yeux ont croisé les miens avec une intensité nouvelle. Une fraction de seconde trop longue. La nuit est tombée comme un couvercle. Dans le lit, elle s'est tournée vers moi, plus silencieuse que d'habitude. Son souffle était irrégulier. Je faisais semblant de dormir, comptant les secondes, les battements, les pensées. Vers 2 heures du matin, elle s'est levée sans bruit. J'ai attendu, puis je l'ai suivie, pieds nus, le cœur au bord de la panique. Elle s'est dirigée vers la salle de bain, a allumé la lumière et j'ai entendu le cliquetis d'un tiroir qu'on ouvre trop vite. Je me suis arrêté dans l'ombre du couloir. À travers l'entrebâillement de la porte, je l'ai vue penchée sur le lavabo, sortant un petit flacon sombre, exactement comme Léa l'avait décrit. Elle a versé quelques gouttes dans sa bouche, grimacé, puis s'est rincé la bouche à plusieurs reprises. Mon esprit s'est emballé. Était-ce un antidote, une habitude, une preuve qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait? Le lendemain matin, elle s'est montrée étrangement attentionnée, trop douce. Elle a insisté pour me préparer le petit déjeuner, refusant que je l'aide. J'ai prétexté un appel urgent et suis sorti sans manger. Dans la rue, mes jambes tremblaient. J'avais besoin de preuves, pas de soupçons. Et surtout, je devais protéger Léa. Car si elle avait dit la vérité, alors l'enfant était en danger, simplement pour avoir vu ce qu'elle n'aurait jamais dû voir. Dans l'après-midi, je suis allé consulter un autre médecin dans un quartier éloigné. J'ai parlé de mes symptômes, des étourdissements, des nausées. Il a froncé les sourcils, prescrit des analyses sanguines plus poussées. Certains toxiques légers sont difficiles à détecter, a-t-il dit prudemment, mais pas impossible. Ces mots ont résonné comme une promesse. En rentrant, j'ai trouvé ma femme assise dans le salon, le téléphone à la main. Elle l'a posé brusquement en me voyant. Son regard était dur, presque agacé. « Où étais-tu » Sa voix avait changé, plus sèche. J'ai menti sans hésiter. Elle s'est levée, s'est approchée très près de moi, si près que j'ai senti son parfum, habituellement rassurant, devenir écœurant. « Tu me caches quelque chose » a-t-elle murmuré. À ce moment précis, j'ai compris que le jeu dangereux avait commencé et que désormais, chaque regard, chaque repas, chaque silence pouvait être une arme. Je n'ai pas répondu tout de suite. Le silence entre nous s'était tiré, épais, presque violent. Je sentais qu'un mot de trop pouvait tout faire basculer. J'ai finalement haussé les épaules, jouant l'indifférence. Tu sais, le travail, j'avais besoin de marcher un peu. Elle a plissé les yeux, comme si elle cherchait à lire derrière mon front. Puis, sans prévenir, elle a souri. Un sourire calme, parfaitement maîtrisé. Trop parfait. Bien sûr, a-t-elle dit doucement avant de s'éloigner. Ce soir-là, j'ai décidé de ne rien manger. J'ai prétexté une douleur à l'estomac, une fatigue persistante. Elle a insisté, comme toujours, mais j'ai tenu bon.
Je l'ai vu jeter un regard furtif vers la casserole, puis vers moi. Une lueur de contrariété a traversé son visage avant de disparaître aussitôt. Plus tard, quand elle a cru que je dormais, elle est restée longtemps assise dans le salon, immobile, les mains jointes, à fixer le vide. Les jours suivants, j'ai commencé à faire semblant. Je portais la cuillère à ma bouche, puis profitais d'un moment d'inattention pour vider discrètement mon assiette dans un sac que je cachais ensuite. Mon corps allait mieux. Moins de vertige, moins de nausées. Cette amélioration était la preuve la plus cruelle. Quelque chose me rendait malade, et ce quelque chose venait de chez moi. Léa continuait de venir après l'école, mais je sentais sa peur grandir. Elle parlait peu, évitait le regard de ma femme. Un après-midi, je l'ai surprise en train de fixer le sac de course posé sur la table. « C'est là-dedans qu'elle cache le flacon » a-t-elle murmuré. J'ai senti un frisson me traverser. Une enfant de 8 ans n'aurait jamais dû savoir ce genre de choses. Un soir, alors que ma femme prenait sa douche, j'ai fouillé la cuisine. Chaque tiroir, chaque placard. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'elle pouvait l'entendre à travers le bruit de l'eau. Puis je l'ai trouvé, caché derrière des épices, un petit flacon sombre, sans étiquette. Je l'ai ouvert. Une odeur âcre, métallique, m'a brûlé les narines. J'ai refermé aussitôt, les mains tremblantes. J'avais envie de vomir, de pleurer, de fuir. Je n'ai rien déplacé. Je l'ai remis exactement à sa place. Une part de moi voulait confronter, crier, exiger des explications. Une autre savait que ce serait une erreur fatale. Elle était méthodique, patiente, et surtout, elle savait désormais que je me méfiais. Le lendemain, les résultats d'analyse sont arrivés. Le médecin m'a rappelé, la voix basse. Il y a des traces anormales. Ce n'est pas suffisant pour conclure formellement, mais soyez prudent, très prudent. J'ai raccroché, la gorge serrée. Ce n'était plus une intuition. C'était une menace réelle. Quand je suis rentré ce soir-là, la maison était étrangement calme. Trop calme. Pas de musique, pas de télévision. Ma femme m'attendait à table, 2 assiettes déjà servies. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, d'un ton paisible, « Ce soir, tu manges avec moi. » J'insiste. Je me suis assis lentement, comme si le simple fait de m'approcher de la table pouvait déclencher quelque chose d'irréversible. Les assiettes étaient identiques, parfaitement disposées. La vapeur s'élevait encore. Elle avait tout prévu. Je sentais son regard sur moi, pesant, attentif au moindre de mes gestes. J'ai pris une bouchée, minuscule, presque symbolique, et je l'ai laissée fondre contre ma langue sans vraiment avaler. Elle, en revanche, mangeait calmement, avec cette sérénité inquiétante qui me donnait envie de hurler. « Tu sais, » a-t-elle commencé d'une voix douce, « les gens changent avec le temps. Ils deviennent méfiants, influençables. » Elle a posé sa fourchette, m'a regardé droit dans les yeux. « Il faut faire attention à ce que les autres mettent dans ta tête, surtout les enfants. » Mon sang s'est glacé. Elle savait, peut-être depuis le début. J'ai prétexté un coup de fatigue et me suis levé brusquement, le cœur battant à rompre. Elle ne m'a pas retenu. Elle m'a juste observé monter les escaliers, comme un chat regarde une proie blessée s'éloigner. Dans la salle de bain, j'ai recraché ce que j'avais mis dans ma bouche, me rinçant longuement, les mains agrippées au lavabo. Mon reflet me paraissait étranger, plus pâle, plus maigre, et surtout terrifié. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu un bruit léger, presque imperceptible, la porte de la cuisine, puis un pas, lent, délibéré. J'ai entrouvert la porte de la chambre et j'ai vu Léa. Elle était là, en chemise de nuit, les yeux brillants de peur. Ma femme se tenait derrière elle, une main posée sur son épaule. Pas brutalement, comme pour guider ou contrôler. Léa voulait dormir ici ce soir, a dit ma femme sans me regarder. Elle fait des cauchemars. L'enfant m'a lancé un regard désespéré, suppliant, avant de baisser les yeux. J'ai voulu intervenir, dire quelque chose, n'importe quoi. Aucun son est sorti. J'ai senti à cet instant que le danger avait changé de cible. Le lendemain, Léa n'était plus là. Sa mère m'a dit qu'elle était partie chez une tante, à la campagne, sans prévenir. Trop soudainement, trop proprement. J'ai appelé, envoyé des messages. Aucune réponse. La peur m'a envahi comme un poison plus violent que tous les autres. Et si, en parlant, elle avait signé sa disparition, ma femme semblait plus légère, presque soulagée. Elle chantonnait en rangeant la maison. « Tu devrais manger plus » répétait-elle. « Tu es si faible ces temps-ci. »
J'ai compris alors que le temps jouait contre moi, que chaque heure passée sans agir me rapprochait d'un point de non-retour. Ce soir-là, j'ai décidé de tout enregistrer. Les repas, les silences, les gestes. J'ai caché mon téléphone dans la cuisine, allumé la caméra avant de faire semblant de sortir. Dans l'écran, je l'ai vue entrer, sortir le flacon, regarder autour d'elle. Son visage s'est figé soudainement. Elle s'est retournée lentement, directement vers l'objectif. Son regard a traversé l'écran comme une lame. J'ai senti mon estomac se contracter en voyant ses yeux se plisser, non pas de surprise, mais de compréhension. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas cherché la caméra tout de suite. Elle est restée immobile quelques secondes, le flacon dans la main, puis elle a souri. Lentement, un sourire qui n'avait rien de rassurant. Ensuite, elle a continué comme si de rien n'était, versant quelques gouttes dans la casserole avec une précision presque affectueuse. Quand je suis rentré, elle m'attendait dans le salon, assise droite, les mains posées sur ses genoux. « Tu as oublié ton téléphone », a-t-elle dit calmement. Il était posé sur la table basse, face contre bois. Mon cœur a manqué un battement. Elle n'avait rien effacé. Ou alors, elle avait tout vu et choisi de ne rien montrer. J'ai pris l'appareil sans répondre. Nos regards se sont accrochés une seconde de trop. Cette nuit-là, j'ai rêvé que je me noyais dans une soupe épaisse, incapable de crier. Au réveil, une décision s'imposait. Je devais sortir de cette maison, mais pas seul. Léa me hantait. Son regard suppliant, sa disparition trop rapide. J'ai appelé sa mère encore et encore. Enfin, une voix a répondu. Essoufflée. Ne rappelle plus? A-t-elle murmuré. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais laisse-nous tranquilles. La ligne a coupé. J'ai compris que ma femme avait déjà parlé, à sa façon. Dans la journée, j'ai reçu un message du médecin. Les analyses complémentaires confirmaient une exposition répétée à une substance toxique à faible dose. Ce n'est pas mortel immédiatement, mais cumulatif, écrivait-il. À terme, les conséquences peuvent être graves. Mes mains tremblaient. Elle n'essayait pas de me tuer vite. Elle voulait m'éteindre lentement. Le soir venu, elle a préparé un repas simple. Trop simple. Elle m'a servi sans un mot, puis s'est assise en face de moi. « Tu sais pourquoi les gens ne te croient jamais ?» a-t-elle demandé soudain. « Parce que tu doutes de toi avant même de parler. » Elle a pris une bouchée, m'a observé avaler la mienne. J'ai senti une brûlure familière descendre dans ma gorge. Trop tard, ou peut-être pas assez. Après le dîner, elle m'a proposé une tisane. J'ai refusé. Elle n'a pas insisté. Elle s'est contentée de la boire elle-même, lentement, sans me quitter des yeux. Puis elle a posé la tasse et a dit, presque tendrement, « Demain, on ira voir quelqu'un. Tu as besoin d'aide. » Le mot était tombé comme une condamnation. Aide, folie, doute, tout était prêt. Dans la nuit, j'ai fouillé ses affaires personnelles. Derrière de vieux papiers, j'ai trouvé un carnet, des dates, des doses, mon nom répété encore et encore. Et, sur la dernière page, un autre prénom, Léa. Mon souffle s'est coupé. J'ai entendu un pas derrière moi, lent, régulier. Je n'ai pas eu le temps de refermer le carnet. Je me suis retourné trop tard. Elle se tenait là, dans l'embrasure de la porte, en silence. La lumière du couloir dessinait son ombre derrière elle, allongée, déformée, comme si la maison elle-même se méfiait de sa présence. Son regard est tombé sur le carnet ouvert dans mes mains. Je n'ai pas essayé de le cacher. À quoi bon? Tout était enfin à nu. Elle a soupiré, doucement, presque avec lassitude. « Tu fouilles maintenant ?» Sa voix n'était ni en colère ni surprise. Elle s'est approchée lentement, a pris le carnet, l'a refermé avec soin. Tu sais, si tu avais continué à manger sans poser de questions, tout aurait été tellement plus simple. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait trahir ma peur. « Léa » ai-je murmuré. Le prénom a flotté entre nous comme une provocation. Son visage s'est durci une fraction de seconde, puis elle a souri à nouveau. Cet enfant parle trop. Elle observe trop. Comme toi. Elle a posé le carnet sur la table de nuit, bien en évidence. Mais ne t'inquiète pas. Les gens oublient vite quand on leur explique les choses correctement. Je n'ai presque pas dormi. À l'aube, elle était déjà levée, active, légère. Elle fredonnait en préparant le petit déjeuner, comme si la nuit n'avait rien changé. Sur la table, une seule tasse. La mienne, je l'ai regardée sans y toucher. Elle a remarqué mon hésitation et a éclaté d'un rire bref. « Tu vois,
Même quand je ne fais rien, tu doutes. C'est fascinant. Dans la matinée, quelqu'un a frappé à la porte. Mon cœur s'est arrêté. Mais ce n'était pas la police. C'était une assistante sociale. Elle se présentait avec un sourire professionnel, expliquant qu'elle faisait une visite de routine concernant Léa. Mes jambes ont faibli. Ma femme a pris la parole avant moi, avec une aisance terrifiante. Elle parlait d'une enfant perturbée, de mensonges, d'imagination débordante. Elle parlait aussi de moi, de ma fatigue, de mes sautes d'humeur, de mon état de santé, inquiétant. Je voulais crier, montrer les analyses, le carnet, la vidéo, mais chaque mot que j'aurais prononcé aurait semblé confirmer son récit. Je me suis tu. L'assistante sociale a noté, hoché la tête, remercié, puis est repartie. Quand la porte s'est refermée, ma femme a regardé longuement. « Tu vois comme c'est facile ?» a-t-elle murmuré. La vérité dépend toujours de celui qui parle mieux. Dans l'après-midi, j'ai reçu un message inconnu sur mon téléphone. Un simple point. Puis un second message, quelques secondes plus tard, elle ment. Mon souffle s'est coupé. Un troisième message est arrivé, accompagné d'une photo floue. Léa, vivante, mais effrayée. À l'arrière-plan, une pièce que je ne reconnaissais pas. J'ai levé les yeux. Ma femme me regardait déjà. Elle savait toujours. Et cette fois, je n'avais plus aucune certitude sur qui contrôlait réellement la situation. J'ai verrouillé mon téléphone sans répondre, le glissant dans ma poche comme s'il pouvait brûler. Ma femme s'est approchée, a posé sa main sur mon bras avec une douceur étudiée. « Tu trembles ?» a-t-elle dit. « Tu devrais t'asseoir. » J'ai obéi, non par faiblesse, mais pour gagner du temps. Mon esprit tournait à toute vitesse. Léa était vivante. Quelqu'un d'autre savait. Et si je faisais le moindre faux pas, tout pouvait s'effondrer. Le téléphone a vibré à nouveau. Je n'ai pas regardé l'écran. Elle, si. Son regard a glissé vers ma poche. Des messages? J'ai haussé les épaules. Le travail? Elle a souri sans y croire. Toujours le travail? Elle s'est éloignée, mais je sentais sa vigilance, tendue comme un fil. Dans l'après-midi, elle m'a proposé de sortir prendre l'air. « Ça te fera du bien ?» a-t-elle insisté. J'ai accepté. Dehors, le monde continuait comme si rien n'était en jeu. Des passants, des rires, des voitures. Elle marchait à mon rythme, trop près, trop attentive. À un moment, elle a murmuré. « Tu sais, si tu coopères, tout peut encore bien se passer. » J'ai compris que ce n'était pas une invitation, mais un avertissement. De retour à la maison, j'ai profité d'un instant où elle était sous la douche pour rallumer mon téléphone. Un nouveau message, une adresse, puis un autre. Ce soir, seul. Mon cœur battait à m'en rompre la poitrine. Était-ce un piège? Un espoir? Je n'avais pas le luxe de choisir. J'ai effacé les messages, pris une capture que j'ai envoyée au cloud, puis j'ai rangé le téléphone. Au dîner, elle a été étonnamment silencieuse. Elle m'observait manger, mais cette fois, je sentais autre chose derrière ses yeux, de l'impatience, comme si elle attendait un signal. Quand je repoussai mon assiette, elle n'a rien dit. Elle s'est levée, a débarrassé, puis a posé devant moi un verre d'eau. « Bois ?» a-t-elle dit. J'ai pris le verre, l'ai porté à mes lèvres, puis l'ai reposé. Plus tard, son sourire s'est fissuré. La nuit est tombée. J'ai fait le sommeil. Vers 22 heures, elle s'est levée, a pris ses clés. « Je reviens ?» a-t-elle chuchoté. J'ai attendu d'entendre la porte se refermer, puis j'ai bondi hors du lit. Mon manteau, mes chaussures, mon téléphone. L'adresse m'attendait dans ma tête comme une brûlure. Le lieu était à l'autre bout de la ville, un immeuble ancien, mal éclairé. J'ai monté les escaliers à pied, chaque pas résonnant trop fort. Devant la porte indiquée, j'ai hésité, puis j'ai frappé. Elle s'est ouverte sur une femme que je n'avais jamais vue. Derrière elle, une pièce pauvrement meublée. Et là, assise sur un canapé, Léa. Elle a levé les yeux vers moi, et un sourire fragile a traversé son visage avant de disparaître. « Elle va venir ?» a dit la femme à voix basse. « Elle sait que vous êtes ici. » Mon cœur s'est serré. « Comment ça? Elle sait ?» ai-je murmuré. La femme a refermé la porte derrière moi avec précaution, comme si le simple claquement pouvait nous trahir. Elle a des yeux partout. A-t-elle répondu? Léa a parlé à l'école. Pas directement. Des dessins, des phrases étranges. J'ai compris. J'ai essayé d'alerter, mais elle a haussé les épaules.
Votre femme est très convaincante. Léa s'est levée du canapé et s'est approchée de moi. Elle semblait plus maigre, plus fatiguée. Elle m'a dit que c'était de ta faute, a-t-elle chuchoté, que tu étais malade dans ta tête. J'ai senti une colère sourde monter en moi, mêlée à une peur glaciale. Je lui ai promis, à voix basse, que tout allait s'arranger, même si je n'en étais plus sur moi-même. La femme, qui s'appelait Marianne, m'a expliqué qu'elle était une ancienne collègue de ma femme. Elles avaient travaillé ensemble des années plus tôt, dans un laboratoire privé. Elle était brillante, a-t-elle dit, mais obsédée par le contrôle, les dosages, les réactions lentes. Elle disait toujours que le poison le plus efficace était celui qu'on ne remarque pas. Chaque mot me donnait la nausée. Soudain, un bruit de pas dans l'escalier. Lent, mesuré. Nous nous sommes figés. Léa a attrapé ma main avec force. Marianne a éteint la lumière du salon, ne laissant qu'une lampe faiblement allumée dans la cuisine. Les pas se sont arrêtés devant la porte. Le silence est devenu insupportable. Puis, une voix familière a résonné, douce, presque affectueuse. « Je sais que tu es là. » Mon sang s'est glacé. Elle n'élevait jamais la voix. Elle n'en avait pas besoin. « Tu vois » a-t-elle continué à travers la porte, « je t'avais dit que tout irait mieux si tu coopérais. » J'ai entendu le cliquetis de clés, puis un soupir contrarié. « Tu compliques toujours les choses. » Marianne m'a regardé, paniquée. Elle a murmuré qu'elle avait appelé quelqu'un, sans préciser qui. La police? Un service social? Je n'en savais rien. Je savais seulement que le temps s'écoulait trop vite. Léa tremblait. Je l'ai serrée contre moi. N'ouvre pas, ai-je soufflé. Mais au fond de moi, je savais que les portes n'avaient jamais vraiment arrêté ma femme. Un bruit métallique a retenti. Elle essayait la poignée. Puis plus rien. Les secondes passaient, interminables. Et soudain, un téléphone a vibré dans ma poche. Un message s'est affiché sur l'écran, provenant de ma femme, alors qu'elle se trouvait de l'autre côté de la porte. Dernière chance. Sors seul. L'enfant ne t'appartient pas. J'ai levé les yeux vers Marianne, puis vers Léa. Derrière la porte, un pas s'est rapproché à nouveau. Et j'ai compris que quel que soit mon choix, quelqu'un allait perdre cette nuit. J'ai éteint mon téléphone sans répondre. Pour la première fois depuis des semaines, une clarté étrange s'est imposée à moi. Elle avait toujours compté sur ma peur, sur mon hésitation, sur mon besoin d'éviter le conflit. Mais cette nuit, il n'y avait plus d'espace pour le doute. Je me suis avancé vers la porte, lentement, en sentant le corps de Léa trembler contre le mien. Marianne a secoué la tête, désespérée. « Ne fais pas ça » a-t-elle murmuré. Je lui ai répondu d'un regard calme. Trop calme. J'ai ouvert la porte. Ma femme se tenait là, impeccablement coiffée, le visage parfaitement neutre. Derrière elle, l'escalier semblait interminable, vide. Aucun témoin, aucun bruit. « Tu vois » a-t-elle dit doucement. « On peut encore régler ça entre nous. » Son regard a glissé vers Léa. « Lâche-la » À cet instant précis, des voix ont retenti en bas. Des pas rapides. Une lampe torche a balayé les murs. La surprise a traversé son visage, fugace mais réelle. Marianne avait tenu parole. Trop tard pour reculer. Trop tard pour mentir. Ma femme a tenté de sourire, de parler, d'expliquer. Mais les mots se sont emmêlés. Les preuves, cette fois, étaient là. Le carnet, les analyses, les vidéos sauvegardées, les témoignages. Et surtout, Léa, vivante, présente, parlant enfin à voix haute. Quand ils l'ont emmenée, elle ne s'est pas débattue. Elle m'a simplement regardé une dernière fois, avec une expression que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de la haine, c'était du regret. Regret d'avoir été découverte. Regret que son œuvre inachevée lui échappe. Les semaines suivantes ont été floues. Interrogatoires, examens médicaux, procédures. On m'a dit que j'avais eu de la chance, que quelques mois de plus auraient pu être irréversibles. Léa a été confiée à des personnes compétentes, loin de toute ombre. Elle m'a écrit une lettre avec des dessins. Sur l'un d'eux, elle avait écrit « Merci de m'avoir cru ». Aujourd'hui, la maison est vide, silencieuse, parfois trop. Je cuisine encore, par habitude, puis je m'arrête. Je respire, je goûte, je choisis. La confiance ne revient pas d'un coup. Elle se reconstruit, lentement, comme un corps qui réapprend à marcher. Je repense souvent à cette phrase que les médecins répétaient. « Vous n'êtes pas aveugle. » Ils avaient raison. Je voyais. Je refusais simplement de regarder. Et si cette histoire doit laisser une trace,
ce n'est pas celle de la peur ou du poison. C'est celle d'une vérité simple, mais vitale. Parfois, il suffit d'écouter la voix la plus fragile pour survivre. Le silence de la maison n'a pas duré longtemps. Très vite, il a été remplacé par un autre bruit, plus insidieux, celui des souvenirs qui reviennent sans prévenir. Chaque tiroir que j'ouvrais semblait murmurer son nom. Chaque casserole, chaque verre, chaque odeur réveillait un réflexe de méfiance. Même libre, même hors de danger immédiat, mon corps continuait à se comporter comme si elle pouvait surgir à tout instant. Les enquêteurs revenaient souvent. Ils posaient les mêmes questions, encore et encore, comme s'ils espéraient que la vérité change. Ils parlaient de préméditation, de profil psychologique, de manipulation progressive. L'un d'eux m'a dit, presque distraitement, que ce genre de personne ne considère jamais ses actes comme des crimes, mais comme des expériences nécessaires. Cette phrase s'est incrustée dans mon esprit comme une écharde. Un matin, j'ai reçu une convocation. Le procès approchait. Témoigner signifiait la revoir, entendre sa voix, croiser son regard. Je pensais être prêt. Je me trompais. La veille de l'audience, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. Sans timbre, sans nom. À l'intérieur, une simple feuille pliée en deux. Une écriture que je reconnaîtrais entre mille. Soignée, calme, presque élégante. Tu continues à raconter ton histoire. Moi aussi. Mes mains se sont mises à trembler. Elle avait accès à l'extérieur, où quelqu'un parlait pour elle. J'ai relu la phrase 10 fois. Pas de menace directe, juste une certitude glaçante, elle n'avait pas renoncé. Le lendemain, dans la salle d'audience, elle est entrée escortée, mais droite, digne, presque sereine. Elle a croisé mon regard sans sourciller. Aucun signe de colère, aucun signe de peur. Seulement cette étrange curiosité, comme si j'étais devenu un sujet d'étude à mon tour. Quand j'ai témoigné, ma voix a tenu bon, mais je sentais son attention peser sur chaque mot. Elle notait, elle analysait. À la pause, un avocat s'est approché de moi. Il ne faisait pas partie de la procédure. Il a murmuré que certaines pièces du dossier posaient problème. Des incohérences, des éléments manquants. Quelqu'un a fait disparaître des choses, a-t-il dit, et ce n'est pas elle. Pas directement. Cette nuit-là, j'ai reçu un appel masqué. Je n'ai pas répondu. Le téléphone a vibré une seconde fois. Puis un message est apparu, une photo récente. Ma cuisine, prise de l'intérieur. Mon souffle s'est coupé. Je savais pourtant que j'avais changé les serrures, que j'avais vérifié chaque fenêtre. Et pourtant, quelqu'un était entré. Les jours suivants, des détails ont commencé à changer autour de moi. Un objet déplacé, une lumière allumée que j'étais sûr d'avoir éteinte. Rien de suffisamment évident pour alerter la police. Juste assez pour me faire douter. Encore, j'ai pensé à Léa, à sa voix tremblante, à son courage silencieux. Je me suis demandé si le poison le plus durable n'était pas celui qu'elle avait laissé derrière elle, invisible, dissous dans la peur. Et au fond de moi, une question a commencé à prendre forme, obsédante. Et si elle n'avait jamais agi seule, je ne saurais jamais avec certitude combien de temps elle a continué à me suivre, à distance, à travers d'autres mains, d'autres regards. Ce que je sais, en revanche, c'est le moment précis où son ombre a cessé de gouverner ma vie. Ce jour-là, au tribunal, lorsque le dernier témoin a parlé, quelque chose a changé dans l'air. Léa, plus droite, plus forte, a raconté sans trembler. Les mots sortaient enfin, clairs, irréfutables. Il n'y avait plus d'ambiguïté possible, plus d'espace pour la manipulation. La vérité, une fois dite par un enfant qu'on avait voulu faire taire, a eu la violence d'un éclair. Quand le verdict est tombé, la salle est restée silencieuse. Elle n'a pas réagi. Aucun cri, aucune larme. Juste ce regard posé sur moi, long, pénétrant, comme pour graver une dernière image. Puis elle a été emmenée. Cette fois, pour de bon. Et j'ai compris que son plus grand échec n'était pas d'avoir été arrêté, mais de ne plus pouvoir contrôler le récit. Les mois ont passé. Lentement, la peur s'est estompée, remplacée par une vigilance calme. J'ai appris à manger sans réfléchir, à boire sans hésiter, à respirer sans me demander si l'air lui-même était un piège. Les cauchemars se sont faits plus rares. La maison a repris une autre forme, moins lourde, moins chargée. J'ai ouvert les fenêtres. J'ai changé les meubles. J'ai laissé entrer la lumière, même quand elle faisait mal aux souvenirs. Un jour, j'ai reçu une dernière lettre de Léa. Elle avait grandi. Son écriture était plus assurée.
Elle disait qu'elle voulait devenir médecin, pour soigner les gens sans leur faire peur. J'ai souri en la lisant, avec cette émotion étrange qui met la fierté à la mélancolie. Elle avait survécu. Moi aussi. Il m'arrive encore de penser à cette phrase, celle qui a tout déclenché. Vous n'êtes pas aveugle. Je comprends maintenant qu'elle ne parlait pas seulement de mes yeux, mais de mon courage. Voir, ce n'est pas seulement regarder. C'est accepter ce qui dérange, ce qui brise, ce qui oblige à agir. J'avais voulu préserver l'amour, le confort, l'illusion. J'ai failli y laisser la vie. Si cette histoire doit rester, si elle doit résonner encore longtemps dans l'esprit de ceux qui l'écoutent, qu'elle porte ce message simple et brutal. La vérité parle parfois à voix basse, par la bouche des plus fragiles. Et quand elle le fait, il faut l'écouter, toujours, parce que fermer les yeux ne protège pas. Cela condamne. Aujourd'hui, je vis, pleinement, sans poison, sans mensonge. Et chaque repas partagé, chaque matin ordinaire, chaque silence paisible est une victoire que personne ne pourra plus jamais m'enlever.